La guerre, pour l'injustice et les tortures qu'ils ont subies. Je doute fort qu'on ait la même chose en France d'ici des lustres. Vas-y. Juste que au Cameroun, à un moment donné, l'Amérique aussi se dit, oui, c'est la guerre froide, la lutte contre le communisme, on laisse les mains libres à l'État français. Voilà, à un moment donné. Ok. Le temps passe. Oui. Oui, le temps passe et nos invités n'ont pas mangé. Donc, il faut qu'on pense à les recharger. Et donc, je vous prierai, on va prendre 2 ou 3 questions, mais il faut être vraiment très rapide et surtout pas trop de commentaires. Soyez allés vraiment au vif du sujet et on pourra terminer. De toute façon, après cette soirée, la soirée continue au restaurant Les 5 Sens. Fanny vous donnera l'adresse où nous allons continuer avec nos invités puisque c'est là où ils vont manger. Du Sénégal. C'est normalement une question, une intervention, une contribution. Parce que, donc, là, est-ce que les Africains ont besoin aujourd'hui de s'enfermer dans un champ sémantique où on se pose la question de savoir s'il y a génocide ou pas? Parce qu'en attendant, est-ce qu'on arrête d'écrire l'histoire ou est-ce qu'il faut avancer? Et donc, je pense qu'il appartient aujourd'hui aux Africains, aux historiens, aux scientifiques africains, de se saisir de ces questions-là, d'écrire l'histoire, et après derrière que l'enseignement de cette histoire-là, donc comme le disait Boubacar Diop, soit une affaire une mission de service civique, donc avec la société civile, en attendant la maturité de nos États pour qu'ils deviennent une mission de service public, parce qu'on a besoin aujourd'hui que cet enseignement soit massif, soit ancré, et que ce type d'événement-là est assez important, mais à une petite limite qui est de ne pas être assez exhaustif, assez large pour toucher aujourd'hui le maximum de public qui devrait toucher. Parce que la question des Bamileke, la question des Hutus-Tutsis, on fait un tour en Afrique, au Sénégal, au Ghana, ailleurs, on en parle, les gens se posent des questions, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Et on a besoin de sortir de l'aparté pour que ces questions soient partagées beaucoup plus largement. Et nous devons donc apprendre à commémorer nos histoires, à apprendre à célébrer nos héros, mais aussi à nous rappeler nos mauvaises périodes pour éviter justement que l'histoire se répète. Ok, merci. Vous êtes présenté? Oui, Yann Madier. Ok, merci. Prochain. Pascal Zobou du Congo. Je voulais juste dire, comme on l'a relevé aussi, qu'il me semble qu'on focalise beaucoup les questions sur les commémorations de l'Afrique par ceux qui ont fait du tort en Afrique. C'est quand même paradoxal d'attendre de la France et de commémorer des événements de ce type qui se sont passés en Afrique. Et il me semble aussi que vous nourrissez beaucoup de pessimisme par rapport à la transmission de toutes ces histoires-là. Moi, je viens d'une région de province au Congo. Je suis né, j'ai grandi après l'indépendance. À l'école, et j'étais dans une école qui n'était pas révolutionnaire, une école de prêtres, des jésuites, ce n'étaient pas des révolutionnaires. Pourtant, ils nous ont fait lire pratiquement toute la littérature anticoloniale qui a été produite, que ce soit François Fanon ou bien Mongo Betty. Moi, j'ai eu même le privilège de tomber sur l'analyse d'un texte de Mongo Betty assez virulent contre la France au baccalauréat. Donc je pense que même des réunions comme celle-ci sont importantes pour que nous, qui arrivons à un certain âge, nous puissions aussi transmettre à nos enfants cette part de l'histoire africaine. Et je suggérerais seulement à l'UPAF de temps en temps de mettre les choses par écrit, parce que tout le monde ne vient pas, ce qui permettrait peut-être à nos enfants, notamment les enfants qui sont nés ici en diaspora,
de connaître aussi ce qui s'est passé dans le continent de leurs racines. Moi, je suis sûr qu'il y a aussi des mémoires catégorielles, des mémoires communautaires. Même si en France, on célèbre l'universalisme, chaque communauté essaye, les communautés des Beurs essayent de maintenir la mémoire des événements qui se sont passés dans l'espace de leur père. Et je vois très bien, moi je suis très content, je n'ai pas fait beaucoup pour mes enfants. Et je vois que dès qu'ils arrivent à l'adolescence ou à l'âge adulte, ils s'intéressent à ce qui se passe en Afrique. Moi, je suis rassuré. Le monde progresse et je suis très content que vous veniez dire et que vos livres aussi. Mais j'espère que l'UPAM pourrait mettre par écrit par exemple de conférences comme on a filmé, ou bien dans le site internet, comme les jeunes s'intéressent beaucoup au numérique. Ce serait bien qu'ils fassent toute cette série de conférences sur les différents génocides ou sur les crimes contre l'humanité ou les crimes, soit se trouve aussi sur un site internet. Il y a des jeunes qui vont s'intéresser à cela. Et certains d'entre eux, comme dans chaque communauté, il y a des gens qui sont plus intéressés que d'autres. Il y a des intellectuels, il y a des gens qui s'intéressent au football. Moi, je ne suis pas contre que les gens s'intéressent à Samuel, je ne sais pas comment il s'appelle. Moi, je ne sais pas comment il s'appelle, mais mon fils connaît certainement très bien Eto'o et même ses histoires avec sa copine. Donc, il connaît très bien. Donc, j'aimerais simplement, c'est que croire que tout cela, c'est des gouttes d'eau qui vont faire l'histoire africaine. Au Congo, par exemple, c'est ce qu'on nous, on s'est toujours souvenu de Lumumba. Il avait dit, l'histoire de l'Afrique sera un jour écrite, elle sera écrite par les Africains. Vous contribuez à l'écriture de cette histoire et merci beaucoup pour ça. Merci. Reste des questions. Monsieur là-bas, et puis encore, monsieur. Il y a un monsieur derrière. Très rapidement. Je m'appelle Pierre Garemera et j'aimerais tout simplement souligner quelque chose d'important. Pour Diop, j'aimerais dire que le travail qu'il fait pour nous faire connaître ce qui s'est passé réellement, il a beaucoup aidé au moment où les Rwandais n'avaient pas de mots pour décrire ce qui leur arrivait. Il nous a aidés à pouvoir sortir de cette période importante. Il nous a visités. Et je voudrais dire par rapport à ça, j'ai rencontré Kizerbo, je t'avais rencontré déjà au Rwanda, et quand j'ai rencontré Kizerbo, je lui disais, mais écoute, il y a des jeunes qui sont partis au Rwanda, quand on a perdu les nôtres, ils sont venus nous visiter. Comme on visite quelqu'un qui a perdu un membre de famille, des choses comme ça, pour nous consoler, pour nous mettre debout. Et dernièrement, les artistes, les hommes debout qui sont passés devant les Nations Unies, le travail fait par des artistes comme vous est vraiment, vraiment, vraiment très important. Et j'aimerais bien, le dernier livre que tu m'as donné la dernière fois, avec Aminata, je l'ai lu. Et je pense que j'ai un ami, je l'ai donné à un ami à moi, ici. Son livre là-bas montre que pour comprendre ce qui se passe dans un pays d'Afrique, il faut aller dans tous les pays d'Afrique pour faire des analyses. Et le dialogue que tu fais avec Aminata par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au Mali, un état sans d'être, un état dans lequel on peut aller facilement au génocide. Et je voudrais terminer tout simplement en disant, un génocide, si les gens cherchent des définitions, un génocide, ce n'est pas un coup de faute. Un génocide, c'est un processus. Malheur au vaincu. Parce que si les gens n'arrivent pas, la France ne va pas nous aider à restaurer notre mémoire. Les gens de Souvie nous aident beaucoup, c'est fantastique. Mais la France voudrait qu'on oublie pour qu'on ne parle pas de la mémoire. Donc si on ne gagne pas, si on ne gagne pas la guerre, si on ne gagne pas pour montrer aux gens ce qui se passe, le génocide va aller au 7e stade de Stanton qui s'appelle tuer la mémoire. Ça fait partie, le négationnisme, ça fait partie d'un plan du génocide. Quand ils n'ont pas trouvé ce qu'on appelle la solution finale, on passe à une autre, on efface tout.
Voilà, et je te remercie beaucoup, Diop. Et puis continuer, mais d'autres intellectuels aussi devraient continuer par rapport à tout ce qui se passe en Afrique. Toutes les choses qui ne vont pas aujourd'hui en Afrique, si on ne prend pas le temps de ressusciter, d'apprendre globalement, eh ben, on va passer à côté. Voilà. Ok, merci. J'aimerais revenir sur la comparaison que Boris Diop a établie entre le Cameroun et le Rwanda, avec la différence que, voilà, donc, si on parle du Rwanda, c'est parce que le FPR, effectivement, a gagné la guerre. Mais donc, le Rwanda le génocide des Tutsis au Rwanda peut être une grille d'analyse qui permet de comprendre des choses qui se passent un peu partout en Afrique. Donc, dans le livre, dans votre dernier livre, ça permet de comprendre l'intervention de la France au Mali. Et je crois que il faut souligner que ça c'est une bonne chose d'enseigner ça dans les universités, montrer que ça permet d'avoir une grille d'analyse qui comprend les crimes coloniaux. La deuxième chose, c'est que il y a vraiment un vide au niveau en sciences politiques sur les crimes coloniaux. Montrer que le colonialisme est une forme de totalitarisme au même titre que le fascisme, le nazisme et le communisme. Et ça, évidemment, c'est pas enseigné ici. Parce que s'il n'y avait pas eu de colonisation au Rwanda, il n'y aurait pas eu de génocide. Ça, c'est clair. Donc, essayez de faire des recherches dans ces domaines-là pour montrer. Troisième élément, je termine, c'est pour dire Tobner. Donc, j'ai suivi la commission d'enquête citoyenne que vous avez fait et qui a permis d'avancer dans le débat de l'implication de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Et heureusement, aujourd'hui, on arrive au premier procès. Il faudrait peut-être faire de même pour la commission d'enquête citoyenne sur le crime contre les Bassa et Bamileke. Pourquoi, ce que vous avez fait sur le Rwanda, pour permettre aux jeunes, et puis peut-être pourquoi pas, donc que même un jour il y ait un procès contre les criminels, comme il y a eu sur les Maomas en Grande-Bretagne. Parce qu'il y en a qui sont encore vivants, donc ceux qui revendiquent, donc c'est les militaires français qui revendiquent les crimes. Ok, merci. Merci, je m'appelle Namboka. J'ai simplement un petit mot à dire. Je pense que la question qui semble revêtir une importance si grande dans ces échanges semble être la définition du génocide, ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. Moi, je pense que l'expérience montre que ceux qui cherchent à donner une certaine définition ont aussi des intérêts derrière. Je pense qu'il est temps que les Africains qui, depuis la traite et l'esclavage, ont vécu ce que l'on appellerait les crimes contre l'humanité. Maintenant que l'on dit ceci appartient à cette catégorie, nous, comme Africains, devrions chercher à nous-mêmes définir ce que nous entendons. Si on laisse le travail aux intellectuels qui, outre d'être intellectuels, véhiculent certaines mobiles, et cela, les Africains aussi ont leurs mobiles. Donc je pense que concernant le génocide, dans le contexte africain, nous avons des têtes pensantes africains et des amis de l'Afrique, comme je vois le panel devant nous. Cherchons nous-mêmes à définir et arriver à arrêter une définition qui pour nous semble tenir. Au lieu de dire, voilà, il y a eu des gens. Parce que si on regarde même dans le droit international public, il y a des débats sur certaines notions.
et qui sont rejetés après des années d'avoir été acceptés. Donc ça, sur la question de la définition, on ne peut pas être gêné ou limité à ce que quelqu'un a dit. On peut toujours chercher avec authenticité, avec honnêteté, et arriver à une définition qui tienne dans le contexte de ce que l'Afrique ou le peuple africain a connu. Maintenant, l'autre question, je pense que lorsque monsieur a posé la question, est-ce que les autres pays occidentaux n'ont pas pu freiner un peu ce que la France faisait vis-à-vis de la population colonisée? Mais quand on regarde de près, même le problème de l'apartheid ressemblait à ce que l'on pratiquait dans les États-Unis d'avant. Si on regarde de très très près l'histoire de ces pratiques, les attitudes, par conséquent, la France avait ses intérêts, ses amis occidentaux freinaient, pour ne pas dire que bien sûr les Britanniques avaient le Marmara au Kenya aussi, plus ou moins à la même époque. Donc les intérêts plus ou moins comparables, similaires, faisaient de sorte que les pays appartenant à l'association occidentale n'allaient pas forcément se mettre dans la voie des intérêts d'un partenaire. C'est ça que je crois être assez évident. Je vous remercie. Alors, avant de donner la parole au panel, j'aimerais quand même donner la parole à Fanny pour nous dire, pour ceux qui seraient tentés de partir avant, qu'on peut encore se rencontrer ce soir. Ok? Alors oui, les orateurs devront se sauver juste après, à la fin de ce débat, parce qu'ils sont attendus au restaurant Aux 5 Sens. C'est un restaurant où vous êtes les bienvenus si vous voulez nous suivre et poursuivre l'échange. Le repas sera à votre charge, naturellement. Le restaurant est situé au 20 rue de Montbriand. Donc, pour ceux qui sont familiers avec Genève, c'est sur le même trottoir que la poste de Montbriand. Et sinon, ce que je conseillerais pour les personnes peut-être qui sont toutes seules, qui ne connaissent pas Genève, il y a certainement des personnes qui vont y aller. N'hésitez pas à demander autour de vous à peut-être partir en groupe. C'est peut-être mieux que de se perdre dans Genève, d'autant que le restaurant ne va pas fermer, il ne va pas rester ouvert très longtemps. Et je profite que j'ai le micro pour faire 2 questions ou 2 commentaires auxquels je ne vous demanderai pas de répondre maintenant, mais qui peuvent servir de fil à la discussion. Mais je me dis que ça peut être intéressant, parce que si je pose ces questions-là, peut-être d'autres se les posent. Comme il y en a beaucoup qui l'ont dit, la question qu'il y ait génocide ou pas, finalement, dans le contexte de la guerre du Cameroun, c'est pas qu'elle est facultative, mais il s'est passé des événements graves. Mais je me demande quand même si, en vous entendant, quand vous dites qu'il n'y a pas eu de génocide parce qu'on n'a pas les preuves qu'il y a eu planification et qu'il y a pas mal de preuves, en même temps, quand on sait que l'essentiel des documents concernant cette période ont soit été détruits de façon classée secret défense, est-ce qu'on ne peut pas aussi se demander si ce n'est pas la raison pour laquelle on n'arrive pas à prouver qu'il y a eu quelque chose, sans pencher d'un côté ou de l'autre, mais vu qu'il y a notamment les documents qui concernent l'assassinat de Nuremberg, est-ce qu'on ne peut pas se dire que, évidemment, dans le contexte de la création de l'ONU notamment, est-ce que la France n'a pas senti le vent tourner, n'a tout simplement pas caché tous les documents qui pouvaient permettre de l'inculper? Et juste faire un petit commentaire, parce que j'entends beaucoup quelque chose... donc on a fait un parallèle avec le Rwanda et le Cameroun, et puis je trouve qu'il y a un peu une vision un peu a posteriori. Que la lecture du Rwanda peut aider à voir ce qui s'est passé au Cameroun, alors que chronologiquement, le Cameroun est arrivé en premier et le Cameroun et plein d'autres pays. Et moi, j'ai envie de dire, vous me contredirez aux 5 sens si je me trompe, mais que c'est peut-être plutôt l'analyse, parce qu'en fait, c'est vrai que dans l'histoire de l'Afrique, en tout cas telle qu'elle nous a enseigné, on saute de peut-être l'esclavage qu'on aborde légèrement au Rwanda, en oubliant toute la période clé des indépendances entre guillemets, et peut-être j'ai envie de dire aussi que c'est l'analyse approfondie de ce qui s'est passé au Cameroun, mais également par exemple au Congo, qui pourrait permettre de comprendre pourquoi on en est arrivé en 1994 au Rwanda, pourquoi on en arrive au Mali, pourquoi on en arrive en Centrafrique, parce que dans votre livre, là, Thomas précisera, mais il me semble qu'au moment où Moumié ou Wanyé étaient assassinés, je ne sais plus lequel des deux préparait quelque chose avec Lumumba.
combat. Il y avait une espèce d'axe de résistance qui se préparait, et c'est pile à ce moment-là que Mounier Ouangui ont été assassinés. Donc moi je pense que c'est plutôt assez une lecture, c'est une lecture qu'on fait rarement. On saute tout de suite à notre période là parce que peut-être qu'on a plus de documents, mais la période vraiment des indépendances, cette période clé, quelques années, comprendre ce qui s'y est passé, ça aide à comprendre comment on arrive au système qui permettent les tragédies d'aujourd'hui. Voilà, je m'étais. Ok, merci beaucoup Fanny. On va passer au panel pour répondre un peu, pas trop longuement, en cas aux questions qui ont été évoquées, et puis pour conclure, avant qu'on puisse se séparer. Moi, je vais être assez court. Je trouve qu'en fait c'est intéressant parce que toutes les interventions là, elles me semblent liées. En réalité, c'est l'articulation entre l'histoire et la justice. J'ai ressorti ce livre-là, que vous connaissez peut-être, de l'historien Enzo Traverso, l'histoire comme champ de bataille, interpréter les violences au XXe siècle. Et dedans, il y a tout un chapitre sur la notion de génocide, etc. Et il dit, lui, en tout cas sa position personnelle, c'est de dire le terme génocide est très utile pour la justice, pour pouvoir rendre justice. Mais pour l'historien, c'est pas un concept très utile. L'historien doit établir les faits, et c'est à partir des faits que la justice pourra voir qui sont les responsables. Je pense que c'est vraiment cette déconnexion-là qui est importante, et je suis assez d'accord avec cette idée que le concept de génocide, c'est pas qu'il ne faut pas l'utiliser, c'est que c'est un concept juridique. Il faut peut-être le laisser dans cette sphère-là. Monsieur tout à l'heure expliquait clairement la généalogie, 48, etc. Je trouve que c'est peut-être ça qui est important, que les historiens, ceux qui en tout cas veulent faire de l'histoire, fassent de l'analyse, pas du jugement, et puis ensuite ceux qui sont spécialistes du jugement, les juges, les magistrats, les cours pénales internationales, etc., font leur travail. Ça rejoint du coup l'idée d'une enquête citoyenne, puisque effectivement à partir du moment où la justice française en particulier ne fait pas ce travail, effectivement, pourquoi pas une enquête citoyenne. Moi, personnellement, je pense que dans le travail qu'on a fait, il y a beaucoup d'éléments qui pourraient éclairer des choses. Mais nous, avec mes deux camarades, on n'est pas des magistrats, donc on ne sait pas faire ça, de dire voilà, vous avez fait tel crime, donc voilà votre peine. C'est des choses qu'on ne sait pas faire. Mais par contre, essayer d'expliquer les contextes, les protagonistes, l'articulation, les mécanismes, ça on peut faire. Et donc, dernière chose aussi, Fanny, tu parles des archives qui sont classées secret défense. En réalité, ça c'est une question intéressante parce qu'on ne sait pas ce qui est classé secret. On sait quelque chose qui sont classées secret défense. On a fait des demandes de dérogation, et pour certaines on a eu les dérogations, pour d'autres on n'a pas eu les dérogations. Par exemple, là, on est sur Oumniobé aujourd'hui. L'archive qui explique comment Oumniobé a été assassiné, par qui l'a balancé, comment... Cette archive-là, c'est mon ami Manuel Donat qui l'a vu. Il a eu le droit de la consulter sur dérogation spéciale de l'Élysée, mais il n'avait pas le droit de photographier. Il n'avait même pas le droit de recopier. C'est quand même assez dingue. Donc il y a ce truc-là, et donc ça vous fait rebondir sur une dernière chose, toujours sur cette articulation entre justice et histoire. Ce qui s'est passé, et ce que disait Odile, avec les Mao Mao en Angleterre, c'est quand même un cas assez intéressant. C'est-à-dire que c'est des victimes aidées par des associations et des historiens qui sont allés en justice en Angleterre pour faire reconnaître les sévices qu'ils ont subis. Et en fait, au cours du procès, le magistrat s'est rendu compte qu'il y avait des archives qui n'étaient pas déclassifiées. Et c'est la justice qui a demandé à ce qu'il y ait une déclassification des archives. Et dans ce processus-là, on s'est aperçu qu'il y avait carrément des archives cachées. Et là, le Foreign Office, le ministère des Affaires étrangères, a été obligé de verser des archives qui, soi-disant, n'existaient pas, ce qu'on appelle les archives fantômes. Et donc, évidemment, là, les historiens, notamment ceux qui travaillaient sur le Kenya, se sont dit, ça y est, on va avoir la réponse à tout. Et alors, donc, il y a eu plein d'articles de presse, d'articles de chercheurs sur cette question-là, des archives fantômes de Londres. Et bizarrement, j'en ai discuté récemment avec un historien français qui travaille sur cette question-là. Il m'a dit que c'était assez décevant. Qu'il ne comprenait pas toujours pourquoi ces archives avaient disparu. Il y a des rapports sur la pêche en Somalie, il y a parfois des choses assez... qui n'apportent rien. Donc c'est vrai que... Mais c'est vrai que ça mérite d'être étudié, peut-être pour nos cas, que ce soit le Rwanda, où il y a déjà des processus judiciaires, mais pour le Cameroun, il n'y en a jamais eu.
c'est ma conclusion. Là. Moi, je suis persuadé que les gouvernements détruisent aussi, hein, détruisent abondamment. Hein. Bon, mais enfin, il faut faire tout pour... je suis d'accord que ce n'est pas les Français qui vont commémorer, hein, bien sûr, on ne leur demande pas ça. Mais que Fillon aille dire à Yaoundé, tout ça c'est de la pure invention, parlant des événements du Cameroun, et qu'il ne se fasse pas jeter dehors à coups de pied par les Camerounais, qui l'offensent. Parce que le régime camerounais, c'est un régime qui n'est pas fait pour les Camerounais, mais qui est fait pour les Français. Ça, c'est un problème politique qu'il faut régler. Et puis, que le deuxième scandale, que j'attends quand même cette fois-ci des Français, c'est que les journalistes français sont alignés sur le respect des affirmations du gouvernement. Les journalistes français auraient pu faire un scandale aussi. La libre information, et ils le feraient bien sur d'autres sujets. Donc, ces deux choses-là, qui concernent les Français d'une part et les Camerounais d'autre part, sont scandaleux. Et ça se passe aujourd'hui. Il y a une semaine, une dame avec un grand chapeau un peu folle a parlé à Alger, d'Algérie française, et on a vu que ce n'est pas passé. Voilà, ça dépend de quel pays on est, de quel rapport, au fond, voilà, les citoyens ont avec la mémoire de leur lutte. Cela dit, il y a un débat sur le Rwanda où on demande la déclassification, voilà, de certains documents classés secret défense, et quelqu'un comme d'ailleurs Védrine a dit, ben chiche, on va déclassifier. Et tout le monde a pensé, en fait, avant de déclassifier, ils vont détruire. Ce que j'aimerais dire à Fanny, c'est que on se fait une opinion par rapport à ce qu'on sait. Lorsque les documents viendront qui obligeront à changer d'opinion, ben on changera d'opinion. Mais on ne peut pas avoir une opinion par rapport à des documents, dont on ignore tout. Juste ajouter que moi je suis d'accord avec Yapma. Bon, ça ne doit pas être un débat de spécialistes, toutes ces questions. Les langues doivent se délier, tout le monde doit prendre la parole. Comme dit Pierre, en effet, malheur aux vaincus. Et oui, pourquoi pas une commission d'enquête citoyenne sur le Cameroun? Je suis entièrement d'accord. Et je suis d'accord avec M. Nabouka, je m'excuse voilà, M. Nabouka. Je pense que c'est par là que j'ai terminé. Vraiment, voilà, il nous appartient de nommer ce qui nous arrive, etc. Et moi, je donne l'exemple du Cambodge. L'ONU dit ce qui s'est passé au Cambodge avec le Kampuchea, Pol Pot, Ieng Sary et compagnie, ce n'est pas un génocide, mais l'État cambodgien dit c'est un génocide. D'ailleurs, la société, c'est-à-dire les cinéastes, les universitaires, ils disent que c'est un génocide et ils fonctionnent avec cela. Et le deuxième contentieux, c'est l'ONU, comme d'ailleurs avec le Rwanda, voulait que les procès aient lieu hors du Cambodge. Mais le Cambodge a dit, ça n'a pas de sens. Il faut que, pour que la justice joue son rôle réparateur, il faut que ceux qui ont commis ces crimes, les victimes, les voient sur le banc des accusés. Et c'est pourquoi à la télé, on peut voir ceux qui sont encore vivants, parmi les dirigeants des Khmers rouges, mais assis comme ça, devant le public, devant les rescapés, devant les descendants des victimes. Et ça, c'est très important. Le Rwanda n'a pas pu l'avoir, et d'autres n'ont pas pu l'avoir. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Parce que je pense que le PAF a été interpellé, j'aimerais juste avoir
à préciser une ou deux choses très rapidement. C'est d'abord au niveau de la mémoire, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce que l'UPAF fait pour qu'il y ait un suivi, une continuation de ce que nous organisons. Nous faisons beaucoup de choses, nous avons pas mal de documents qui ont été enregistrés, même des comptes rendus écrits, mais nous aimerions pouvoir les publier, et là au niveau des moyens, ça ne marche pas du tout parce que, comme vous le savez, 5 ans après, on n'est toujours pas subventionné. Mais on va quand même mettre tout ça sur Internet, nous y travaillons. Concernant la question qui vient d'être rappelée par Boris et que Nambok a soulevé, j'aimerais juste citer l'exemple de ce que nous avons connu par rapport à toutes aux questions liées au racisme anti-noir au moment où on devait aller à Durban pour la conférence mondiale sur le racisme. Et vous devez savoir que cette conférence a quand même marqué le début de l'appropriation par les victimes de la manière, de la qualification de ce qu'ils vivent. Parce que jusque-là, la qualification était toujours entre les mains de ceux qui n'en étaient pas nécessairement des victimes. Et donc, il y a eu tout un processus ou des initiatives pour requalifier certains termes. Et je me rappelle que nous, quand on était allé à Strasbourg, on a parlé de racisme anti-noir, on nous a dit mais c'est quoi ça? Que voilà, ça n'existe pas, le racisme que subissent les Noirs, il est dans le mot racisme, on n'a pas besoin de créer notre... On a donné tout un argumentaire là-dessus et après les gens n'ont plus rien dit. On nous a reproché le fait qu'on a utilisé le mot holocauste, on a développé un argumentaire qui n'a pas été contesté et nous avons continué à garder ce mot holocauste pour décrire certains faits de notre histoire. Donc il faut s'approprier cette histoire, il faut s'approprier la sémantique et nous n'avons pas toujours à nous en tenir à ce que les autres ont défini avant. La dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est d'ordre pratique. Il y a le livre Cameroun qui est en vente. C'est un livre essentiel, en tout cas pour ceux qui aimeraient comprendre encore davantage ce qui s'est dit ce soir. Donc, n'oubliez pas de le prendre. Si vous voulez le prendre à crédit, prenez un bulletin de versement de l'UPAF, on pourra s'arranger. Et puis, oui, solidarité avec les pays victimes d'Ebola. Nous préparons une conférence et une journée là-dessus, avec notamment des organisations qui travaillent sur le terrain. Ça devrait se passer au mois de novembre. Et nous allons notamment non seulement évoquer la question de qu'est-ce que la diaspora fait par rapport à ceux qui sont sur le continent, mais aussi nous poser aussi des questions qu'on ne pose pas, après qui ne se posent pas dans les mainstream, dans les médias mainstream, c'est-à-dire tout compte fait, d'où vient ce virus Ebola et comment ça se fait qu'il se développe uniquement en Afrique et pas ailleurs. En tout cas, toutes ces questions, il y a des spécialistes que nous allons inviter qui vont parler de ça. Pour le reste de ce que nous organisons à l'UPAF, je vous reporte au site et je vous invite encore une fois, pour ceux qui aimeraient continuer, à nous suivre au restaurant Les 5 Sens, 20 rue de Montbriand, c'est derrière la gare, en tout cas un peu plus haut. Et puis on va continuer. Merci beaucoup d'être venu ce soir et d'être resté jusque-là. Merci beaucoup, surtout, c'est-à-dire aussi, aux intervenants, Boris, Odile, Thomas. J'espère que ce n'est pas la dernière fois ce n'est pas la première fois du reste que nous avons à échanger, ce n'est pas la dernière fois. Merci beaucoup et bonne rentrée chez vous. Et il y a à boire et à grignoter pendant que vous êtes en train de vous déplacer au bar. Juste une dernière chose, s'il vous plaît. C'est juste que le restaurant ferme à minuit. Donc ceux qui veulent aller au restaurant, c'est maintenant. Et ceux qui ne veulent pas y aller, vous pouvez profiter du verre. Mais vous ne pourrez pas faire les deux, malheureusement.